Bonjour à tous et merci, soyez les bienvenus. Écoutez, nous sommes ravis de vous avoir en présentiel avec vous cette année par rapport aux précédentes éditions. Et en plus de ça, pour annoncer pour le 1er juin la reprise des portes ouvertes des laiteries françaises et à l'occasion de la journée mondiale du lait, qui sera de nouveau une très belle occasion pour l'ensemble des Françaises et des Françaises de redécouvrir les coulisses de cette belle filière laitière et ce produit qu'ils ont tout particulièrement apprécié durant ces 2 années avec les confinements, aussi bien pendant les phases de petit déjeuner que, évidemment, tous les petits plats faits maison. Alors aujourd'hui, ce matin, nous allons parler de souveraineté alimentaire autour de cette filière laitière et ses besoins de revalorisation, de l'accessibilité que représente ce produit. Pour autant, le lait de consommation longue conservation et son rôle anti-crise, c'est tout à fait d'actualité. Et évidemment, d'une filière engageante, mais définitivement engagée pour les enjeux du futur. Donc je me présente, je suis le président de Saint-Dilet. Je vous présenterai les intervenants. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Nous sommes 3 pour vous présenter le programme d'aujourd'hui. Donc le docteur Laurence Plumet, peut-être voilà, pour que tout le monde vous voit. Donc médecin nutritionniste, praticien hospitalier dans 2 hôpitaux de Paris-Île-de-France, donc l'hôpital Necker et l'hôpital Antoine Becler. Vous enseignez la nutrition à l'école de diététique de Paris et vous êtes fondatrice d'EPM Nutrition, école destinée à former en conseil en nutrition, donc les professionnels de santé, mais aussi en absothérapie, qui sont vraiment les métiers autour de la prévision et prévention et surtout l'accessibilité à toutes ces méthodes, mais un peu à tout le monde, c'est-à-dire pas forcément que les professionnels. Donc Emmanuel Vasnex, vice-président de Saint-Dilet, président de l'IPLC, l'Institut professionnel du lait de consommation, et vous verrez comme c'est très important par la suite, organisme chargé de s'assurer de la qualité du lait, président, directeur général de la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel et aussi président d'Uniju. Et puis moi-même, Éric Forin, donc président de Saint-Dilet, président d'Orlais, donc une association de coopératives fabriquant aussi des laits pour la grande distribution et le DMP, et puis directeur général des filières lait, crème et beurre du groupe Sodial. Donc au programme, ce matin, nous allons voir évidemment quelques chiffres quand même importants sur la consommation du lait conditionné qui a retrouvé son rythme pré-Covid, mais vous verrez qu'il y a quelques belles surprises, quelques enseignements sur ces derniers mois de consommation. Évidemment, nous parlerons de la souveraineté alimentaire autour du prix de ce produit qui reste un produit abordable pour le consommateur français. Évidemment, nous parlerons de sécurité alimentaire. C'est un produit phare, un produit stérilisé, accessible à tous, qui garde tous ces éléments nutritionnels. Et puis, nous parlerons des enjeux et comment cette filière s'engage sur les enjeux majeurs du futur autour de l'emballage et des conditionnements. Donc, la consommation, vous voyez sur les chiffres entre 2019 et 2021, le grand titre, c'était que la consommation retrouvait évidemment les niveaux pré-Covid, 2,76 milliards de litres. C'était 2,82 milliards en 2019. Et évidemment, il y a eu un pic exceptionnel en 2020 où on a vraiment tutoyé les 3 milliards de litres consommés qui faisait un plus 3,3% de consommation par rapport à 2019. Et on se retrouve en 2021, une situation plutôt normale, on repère 2,5% par rapport à 2019 et un moins 6% par rapport à 2020. Donc là, c'est clair que ces chiffres, on pourrait se dire, waouh, après la surconsommation pendant que les Français étaient confinés,
on revient à certaines habitudes. Pour autant, quand on regarde, alors c'est en valeur, hein, ces chiffres-là, les 2,27 milliards d'euros de lait conditionné acheté en grande distribution, ben on se rend compte que c'est un produit phare de la grande distribution. C'est 12,5% de l'ensemble des produits laitiers en valeur. Et surtout, vous pouvez voir que ça a fait quand même un plus 1,2% par rapport à 2019, qui est plutôt une bonne chose, hein. Les tendances structurelles étaient plutôt à la baisse et on se retrouve par rapport à 2019 à ce 12,5% qui a quand même bien résisté. Si on regarde un peu plus dans le détail, bon, vous voyez que, alors ça c'est une spécificité bien franco-française, c'est 97% de lait consommé en longue conservation UHT. Beaucoup de pays, et notamment les pays nordiques, consomment encore du lait frais, du lait pasteurisé. En France, cette industrie a réussi à proposer un produit pratique, un produit sain, de pleine sécurité alimentaire, qui est conditionné dans des emballages très technologiques qui permettent de garder en fond de placard, pas besoin de conserver au froid, un lait qui conserve toutes ses caractéristiques nutritives majeures et ses vitamines. Et très clairement, ben, ça s'est imposé dans le paysage de nos familles françaises. Là, vous avez une petite découpe. Quand je vous parlais de... Donc, quand on regardait un petit peu, on est revenu aux chiffres pré-Covid. Pour autant, il y a des éléments d'enseignement assez positifs. Quand on regarde le lait entier qui représente une petite partie de la consommation, a quand même pris des parts de marché. 2021 par rapport à 2019, un plus 0,6 points de part de marché et surtout une progression report de 10%. Ce qui veut dire en fait que les Français qui ont goûté au fait maison, des petits plats faciles à faire, aussi bien pour des recettes sucrées, salées pendant les phases de conditionnement, en fait on observe une rémanence de l'usage du lait entier pour les recettes à la maison. Et c'est quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, dans le contexte qu'on est en train de vivre, on peut imaginer que les Français vont continuer de se faire plaisir avec des plats accessibles grâce à ce produit abordable. Les laits spécifiques, vous voyez qu'ils représentent ici 28% de l'ensemble des laits de consommation, ont aussi quelques segments qui montrent des signes positifs. Alors vous avez les liquides, alors vous voyez le pourcentage de parts que représente l'ensemble de ces laits segmentés. Donc ce n'est pas forcément des très gros segments, mais pour autant, quand vous avez le lait délactosé, qui s'est plutôt maintenu, mais qui représente pratiquement 16% de ces laits spécifiques. Le lait aromatisé, vous le voyez avec les chiffres, on l'a souligné, celui-là progresse de 12,5% par rapport à 2020 et reste à un plus 7% par rapport à 2019. Et les laits pour enfants continuent d'être un produit, donc conditionné liquide, pratique, facile et accessible pour les ménages. Alors le lait, produit anti-crise, comme je viens de vous l'évoquer, très accessible pour pouvoir faire des petits plats faits maison et formidables. Pour autant, et ça c'est un point important, il a besoin, ce produit, de retrouver une certaine revalorisation. Vous allez le voir avec ce slide qui est finalement assez simple. La partie sur la gauche, vous voyez le litre de lait à 0,99, là c'est vraiment le lait toute catégorie. Ce qui est plus important, c'est de se concentrer sur le lait UHT demi-écrémé. Vous avez vu, c'était la plus grosse partie de la consommation de ce lait conditionné longue conservation. Prix moyen de 0,83 sur 2021, qui a pris un petit 1,5% d'inflation par rapport à 2020. Pour autant, l'ensemble de cette filière a subi des coûts de production assez importants déjà sur 2021, de l'ordre de 8 à 10%. Mais comme beaucoup de secteurs de l'agroalimentaire, on se trouve confronté à des hausses drastiques de ce qui
et les intrants pour la production agricole, pour l'ensemble de ce qui arrive sur les laiteries. Mais évidemment, les laiteries, hein, et la Journée mondiale du lait permettra de redécouvrir, ce sont des usines technologiques. Beaucoup de matériel installé, beaucoup d'usages à l'énergie pour pouvoir traiter ce lait en haute température. Et donc, les coûts qui nous sont imposés aujourd'hui, aussi bien sur l'électricité, le plastique, le carton, fait qu'il faut aller chercher 15 à 20%. 20% sur ce 83 moyen, c'est le moment de réellement crever ce plafond de verre des 1 € du litre. Pour autant, on vous dit que c'est un produit anti-crise. Alors là, je vais demander votre attention parce que c'est important. Vous êtes en face d'un secteur d'activité où vous avez, au démarrage de la chaîne, des éleveurs qui travaillent 7 jours sur 7, 2 traites par jour. Ce lait est collecté, donc premier transport, traité dans des usines hautement technologiques, avec des emballages, mais très technologiques aussi, qui permettent d'assurer la conservation du lait et de ses éléments nutritifs majeurs et d'en faire un produit pratique pour les usagers. Retransport pour être distribué à l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, ce 1 € du litre, il est à comparer avec une baguette de pain qui est à 90 centimes, et dans la plupart des boulangeries artisanales, vous avez la baguette de pain de 250 grammes qui est bien au-delà des 1 €, 1,10 €, 1,15 €. La boîte de 6 œufs, qui est aussi un élément apporteur de protéines majeures, est au-delà, c'est entre 360 et 400 grammes de produits, est au-delà de l'euro, 1,15 €. Quand vous envoyez et vous achetez votre timbre pour envoyer une lettre pour aller d'une ville à une autre en France, votre timbre est à 1,15 €. Quand, pour faire des économies, on fait des échanges sur Vinted, quand vous commencez à remplir le coût du transport de votre colis, vous mettez 2 à 3 €. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que c'est 20% d'augmentation absolument nécessaire pour conserver la souveraineté de cette filière franco-française, depuis les éleveurs jusqu'au consommateur final, reste un produit ultra abordable. Ici, ce petit slide, c'est simplement pour vous montrer en équivalence protéines. C'est quelque chose qui avait dû être présenté dans des séances précédentes, mais vous voyez, le lait fait partie très clairement des aliments les plus abordables. Pour 18 grammes de protéines, l'équivalent de 200 grammes de lentilles à 20 centimes, le demi-litre de lait, demi-litre, c'est un bon bol de lait, ou c'est 2 verres de lait déjà, au même niveau que 2 œufs, 40 centimes. Donc ça reste un produit très clairement abordable pour l'ensemble des Françaises et des Français. Souveraineté alimentaire, 98,5% du lait consommé en France est collecté et conditionné en France. Nous sommes bien sur un sujet de souveraineté alimentaire française. Bon, vous retrouvez ici l'équivalent des 12,5% dont je vous ai parlé sur un précédent slide. Je pense que je peux aller plus loin, mais quand on parle de souveraineté alimentaire, vous voyez que depuis 2015, le consommateur, aidé par le travail fait par l'ensemble des acteurs de cette filière, a baissé le pourcentage de lait importé de manière drastique. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette filière laitière propose à l'ensemble des Françaises et des Français un lait qui est collecté et conditionné en France. Un autre élément d'information important, c'est que quand je vous dis ça, c'est aussi de regarder de quel volume on est en train de parler. L'excédent commercial est énorme, c'est-à-dire 40 millions de litres importés sur les 20 quelques milliards de litres collectés en France, 180 millions de litres exportés. En plus de ça, c'est une filière qui est très honorable par rapport à l'économie française, qui joue réellement son rôle. Donc, cette première présentation avait pour but de remettre en lumière ce secteur de l'agroalimentaire qui est majeur pour assurer la souveraineté alimentaire
très abordable pour les Français. Et je vais inviter le docteur Laurence Plumet pour vous faire part maintenant de tous les aspects nutritifs essentiels dont nous avons besoin et surtout l'aspect du calcium, si important pour nous tous. Merci. Merci beaucoup. Tenez. Eric. Hop, votre petit papier. Bonjour à tous. Bon petit déjeuner. Donc, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté la proposition de venir vous parler du lait. Parce que j'ai toujours été très très positive vis-à-vis du lait et des produits laitiers. Et en plus, je suis une bonne consommatrice de lait, donc je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et donc, j'ai aucun mal à vous présenter toutes les qualités nutritionnelles du lait. La seule difficulté que je vais rencontrer, ça va être de devoir tenir en 10 minutes, alors que j'ai tellement de choses à vous dire sur ce sujet-là. Donc, vous m'excuserez d'avance de passer un peu vite sur certaines dias, mais comme vous avez un dossier de presse qui est parfaitement détaillé, vous aurez le loisir de revenir sur le contenu précis de mes diapositives. Bon, je ne vais pas perdre de temps à me représenter, puisque ça a été très bien fait tout à l'heure. Lait et produits laitiers, lait, ça veut dire calcium. Donc, je vais me faire un plaisir en quelques mots de vous parler du calcium et de l'ostéoporose, qui est un vrai problème de santé publique. Alors, le calcium, quand vous buvez du lait, il ne faut pas penser que le calcium que vous recevez soit absorbé à 100% dans la muqueuse digestive. Ça serait trop facile. En fait, ça n'est absorbé en moyenne qu'à raison de 40, allez, on va dire de 30 pour le plus bas niveau d'absorption à 45% au niveau de la première partie de l'intestin grêle. Donc, vous voyez que la moitié, un peu moins de la moitié du calcium que vous recevez est réellement utilisé par le corps, le reste par le bas. Et les sources de calcium ne sont pas égalitaires. Le calcium du lait et des produits laitiers est celui qui est le mieux absorbé, donc on s'approche des 45% parce qu'il est entouré de plein de choses qui vont favoriser son absorption dans le lait, des protéines, du lactose, de la vitamine D, c'est ce qu'on appelle l'effet matrice, qui fait que ce calcium-là va être absorbé à raison de 45%, alors que le calcium d'origine végétale est entouré de fibres, d'oxalates, de phytates qui vont freiner son absorption. Donc on sera plutôt dans la fourchette basse du coefficient d'absorption, c'est-à-dire plutôt dans les 30 à 35% à peu près. Bon, ensuite, ce calcium, une fois qu'il passe dans le sang, il est capté par les os, vient ici, et en particulier dans les os, il y a deux catégories de cellules, les ostéoblastes, qui vont fixer le calcium sur les os, et les ostéoclastes, c'est comme les Shadok et les Gibi, les ostéoclastes qui passent par derrière pour détruire l'os, et ce qui fait que l'os est en renouvellement permanent. Et donc, tout ceci va alimenter un certain taux de calcium dans le sang. Et d'ailleurs, je dois dire, parce que j'entends très souvent des patients me dire « Oh, ben moi, je ne mange pas beaucoup de produits laitiers, mais je m'en porte très bien, ma prise de sang est normale. » Eh bien, en fait, non. Il faut savoir que le taux de calcium dans le sang, la calcémie, est un très mauvais marqueur des réserves de calcium. Elle est normale, même si le corps manque de calcium. Pourquoi ? Parce que les os vont livrer le calcium nécessaire pour assurer un taux de calcium normal dans le sang, alors que les os s'appauvrissent. Alors, tous les jours, nous perdons un peu de calcium, et comme nous perdons du calcium, il faut le compenser. Alors, chez l'enfant et chez l'adolescent, c'est la seule période de notre vie où nous avons été en pleine phase de constitution du capital calcique. Tous les enfants et les adolescents, autrement dit de la naissance jusqu'à 18 ans, vont mettre leur calcium en banque. C'est exactement comme s'ils faisaient des économies. Pendant ces 18 premières années de vie, l'os va fixer ce calcium sur lui, va capitaliser, ça va être son capital calcique. Il faut savoir que quand nous sommes venus au monde, nous n'avions que 30 grammes de calcium dans notre corps. Nos os n'étaient que du cartilage. Et ensuite, nos os se sont calcifiés. Et en l'espace de 18 ans, nous sommes passés, si nous consommions suffisamment de produits laitiers, nous sommes passés de 30 grammes de calcium à 1 kg à 18 ans. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut avoir un apport calcique suffisant pendant ces 18 premières années de vie, parce qu'ensuite, on va vivre sur ce capital. C'est comme si on économisait.
Et donc, vous voyez que les besoins en calcium sont très importants. Ils sont de 500 mg de 1 à 3 ans, de 700 mg par jour de 4 à 9. Et ensuite, il y a un bon moment de la puberté, parce que c'est le moment où l'enfant puis l'adolescent prend le plus de centimètres. C'est quasiment 1 centimètre par mois. Et donc, c'est une vraie pompe à calcium et le besoin passe à 1200 mg de calcium par jour. Entre 10 et 18 ans, c'est la période de la vie où on a le plus besoin de calcium. Nos adolescents ont besoin de 30% de calcium en plus que nous, puisque nous, adultes, nous avons besoin de 900 mg par jour. Donc, il ne faut pas rater cette période de la vie, surtout pas. Donc, ça y est, ça je viens de le dire. Alors maintenant, je vais commenter cette courbe parce qu'elle est hyper importante. Vous voyez, ça c'est la masse minérale osseuse. Vous voyez que de 0 à 18 ans, elle augmente, c'est la phase de capitalisation, c'est la phase de constitution du capital calcique. Donc, tout le calcium que l'enfant reçoit et l'adolescent chaque jour, il le place dans ses os et la masse minérale osseuse, elle monte. Autrement dit, on est en phase de construction osseuse et le corps perd très peu de calcium et il le fixe. Ensuite, à l'âge adulte, nous allons atteindre un plateau. C'est-à-dire que là, on est en bilan neutre. Tous les jours, les os fixent du calcium, mais ils en perdent autant. Donc, vous voyez, il n'est plus en phase d'anabolisme, il n'est plus en phase de capitalisation, il vit sur son capital, mais néanmoins, il faut continuer de consommer du calcium, parce que si on n'en consomme pas, eh bien, ce plateau va légèrement décroître et les os vont se déminéraliser. Et puis ensuite, à partir de l'âge de 50 ans, surtout pour nous les femmes, parce que les hommes sont relativement protégés de l'ostéoporose, eh bien, vous voyez que cette masse minérale osseuse, elle va décrescendo obligatoirement à raison de 2% par an. Alors, on pourrait dire, bon, ben, on perd 2% par an, c'est pas grand-chose. Sauf que quand une femme est ménopausée à 50 ans et qu'elle perd 2% par an, à 75 ans, elle a déjà 25 ans de ménopause derrière elle, et ben 25 fois 2, on arrive à 50%. Ça veut dire qu'à 75 ans, elle aura perdu la moitié de sa masse minérale osseuse. Et donc là, ses os deviennent très fragiles et elle atteint ce qu'on appelle le risque fracturaire. Et donc, pour en revenir à ce capital calcique, vous voyez que ce risque fracturaire, vous voyez, il commence là, eh bien, il sera d'autant plus vite atteint, l'âge sera d'autant plus précoce que ce capital calcique sera plus bas pendant l'enfance. Plus le plateau est atteint tôt et bas, plus le risque fracturaire à partir de 50 ans est donc élevé. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment, et j'insiste, tout au long de la vie, il faut avoir un apport suffisant de produits laitiers, 3 produits laitiers par jour, voire même 4 à partir de 10 ans. De 10 à 18 ans, c'est 4 produits laitiers par jour, dont le lait, qui est important parce qu'à cet âge-là, ils aiment boire du lait le matin au petit déjeuner et un peu au goûter. Donc, il faut profiter de cette période bénie et ensuite, tout au long de sa vie, il faut continuer d'en boire. Alors, le lait, les qualités nutritionnelles du lait, je vais aller très vite là-dessus pour me recentrer sur le calcium, mais néanmoins, je vous présente l'aliment dans toute sa globalité. Les protéines, on en a parlé tout à l'heure. Le lait est une très bonne source de protéines, 3,5 grammes pour 100 millilitres, ce qui fait que quand on boit un bol de lait de 200 millilitres, on reçoit 7 grammes de protéines. Il faut savoir que le besoin quotidien en protéines, il est de 60 grammes. Ça veut dire qu'un bol de lait couvre plus de 10% du besoin quotidien en protéines. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ça fait partie des protéines les moins chères. Voilà, donc les gens mangent moins de viande, moins de poisson, parce que le coût de la protéine est cher. Ce sont des aliments qui sont devenus chers. Et le lait est une excellente source de protéines qui n'est pas chère. Au demeurant, ce sont d'excellentes protéines, dont les fameuses protéines de lactosérum, qui diffusent très vite dans le sang et qui sont très vite captées par les muscles. Donc, c'est excellent. Ces protéines vont contribuer à l'absorption du calcium dans le tube digestif, vont être captées par les os, car n'oublions pas que l'os, c'est une trame de protéines sur laquelle va se fixer le calcium. Et puis, d'autre part, ça permet aussi à l'enfant d'entretenir sa musculature et son immunité. Voilà. Bon. Donc, les protéines, très important. Ce calcium dont je vous parlais, il y a 120 mg de calcium pour 100 ml. Donc, dans un bol de 200 ml, qu'il soit entier, demi-écrémé ou écrémé, car le niveau d'écrémage n'impacte absolument pas la teneur en calcium, elle reste la même. Donc, dans un bol de 200 ml, nous avons donc 240 mg de calcium. Voilà. Donc, par rapport à un enfant de 4 à 6 ans qui a besoin de 700 mg, le bol de 200 ml de lait couvre 35% de son besoin quotidien. Pour un enfant de 7 à 9, c'est 27% de son besoin quotidien. Et pour un pubère et un adolescent qui a besoin de 1200 mg de calcium par jour, son bol de lait du matin déjà couvre 20% de son besoin quotidien. Et il devra enchaîner par la suite avec yaourt, fromage blanc, fromage.
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le calcium du lait est optimalement absorbé grâce à l'effet matrice du lait. Autrement dit, les protéines du lait, le lactose du lait qui favorise l'absorption du calcium, la vitamine D du lait et également un bon rapport calcium-phosphore qui favorise la bonne fixation du calcium sur l'os. Donc je dirais que le lait, mais c'est vraiment une boisson aliment idéale pour assurer la santé osseuse, avec un coefficient d'absorption optimal de 40 à 45%. Après les lipides, en fait, on a de tout. On a les laits entiers à 3%, demi-écrémés à 1,5% ou écrémés pour ceux qui veulent ne pas consommer du tout de lipides. Donc, mais en sachant que le lait demi-écrémé, c'est celui qui est le plus souvent consommé. Et vous voyez qu'un bol ne couvre que 4% des lipides de la journée. Alors, le lactose qui est le sucre du lait, un sucre simple du lait, qui est un glucide composé de glucose et de galactose, qui a besoin de la lactase au niveau de la muqueuse de l'intestin, la muqueuse duodénale. Cette lactase est absolument essentielle pour hydrolyser ce lactose dans l'intestin et permettre ensuite le passage du glucose qui va servir de carburant aux cellules, puis de galactose qui va aller au niveau du cerveau et qui est si important chez le très jeune enfant pour son développement neurosensoriel. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, cette lactase, elle est 100% efficace pendant les 3 premières années de vie. Et ensuite, génétiquement, on est conçu pour que cette lactase diminue en efficacité, mais néanmoins, elle reste encore efficace à 20% de son activité, ce qui permet à la majorité de la population de très bien digérer le lait, à condition de ne pas en boire 1 litre par jour, ce qui ne se voit pas. Malheureusement, les gens en consomment d'ailleurs trop peu. Bref, ceci pour vous dire que la majorité des gens digèrent très très bien le lait. Et puis, pour ceux qui le digèrent un peu moins bien, il existe les laits sans lactose, il n'y a pas de problème. Il y a également des vitamines dans le lait, vitamines du groupe B, surtout la B2. Vous voyez, un bol, c'est quand même 10 à 25% du besoin quotidien. Ce n'est pas négligeable. Comme vous l'avez très bien dit, les traitements thermiques, y compris lait UHT, où le traitement thermique est très court et très bref, suffisant pour détruire toutes les bactéries pathogènes et suffisamment court, en quelques secondes, pour respecter les vitamines du lait. Il y a aussi la vitamine A, il y a aussi de la vitamine D, sachant que ces vitamines, il n'y en a plus dans le lait écrémé, mais il y en a dans le lait demi-écrémé. Alors, autre question que vous pourriez vous poser, quid des autres laits? Parce qu'on parle beaucoup du lait de chèvre, du lait de brebis. Quel est finalement leur profil nutritionnel par rapport au lait de vache? Ça va peut-être vous surprendre, mais le lait de chèvre, il a la même valeur nutritionnelle, la même composition nutritionnelle que le lait de vache. Il y a autant de lactose dans le lait de chèvre que dans le lait de vache. Il y a la même quantité de protéines, même quantité de calcium. Après, c'est une affaire de goût, à la rigueur peut-être de digestibilité, parce que les lipides sont un petit peu plus courts et peut-être un petit peu plus faciles à digérer chez certaines personnes, mais c'est la seule différence. Le lait de brebis, lui, qui est encore plus fort en goût, alors lui, il est quand même 2 fois plus gras. Il est plus riche en tout, quoi. Il est plus riche en protéines, il est 2 fois plus gras, et puis presque 2 fois plus riche en calcium. Donc, c'est faire attention parce que c'est vraiment un lait vraiment assez gras. Donc, ce qu'il faut retenir, le lait contient environ 100 à 120 mg de calcium pour 100 ml. Et il y a la même teneur en calcium, quel que soit le niveau d'écrémage. Un bol de 200 ml de lait, c'est 240 mg de calcium. C'est 25% du besoin quotidien en calcium d'un adulte et 20 à 30% du besoin quotidien en calcium d'un enfant et d'un adolescent. Dans le lait, il y a 40 à 45% d'absorption intestinale. C'est le meilleur coefficient d'absorption de toutes les sources de calcium grâce à cet effet matrice représenté par la teneur en protéines, en lactose et en vitamine D du lait. C'est donc un trio idéal pour l'os. Je rappelle que dans le lait de vache, il y a autant de calcium que dans le lait de chèvre, que le lait de brebis est beaucoup plus riche. Bon, les laits aromatisés, c'est très bien. Il faut toutefois faire attention à ne pas en boire 1 litre par jour parce qu'il y a quand même du sucre ajouté dedans qu'il va falloir intégrer dans les apports de sucre de la journée. Et en cas de digestion difficile, il y a donc les laits délactosés. Donc, c'est vraiment une boisson nutritive. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas les moyens de manger des aliments riches en protéines, c'est vraiment une boisson que beaucoup de gens aimeraient consommer pour couvrir leurs besoins en tout, en énergie, en protéines, en vitamines et surtout en calcium. Et le petit déjeuner, c'est vraiment le moment idéal pour boire du lait. Et moi, à mon grand dam, eh bien, je constate que il y a une plus faible consommation de lait auprès des enfants et des adolescents. Vous voyez que ces données-là
sur 2016 et sur 2019 montrent que en 2016, 69% des enfants de 3 à 11 ans consommaient du lait au petit déjeuner. Maintenant, ils sont plus que 65%. Pour les ados, ils étaient 61%. Maintenant, ils sont plus que 52%. Alors, ça reste encore des pourcentages intéressants, mais il y a quand même une baisse. Et on note très bien que ceux qui consomment du lait vont recevoir entre 350 et 400 mg de calcium au petit déjeuner. Vous vous rendez compte que pour eux, c'est la moitié des apports de calcium souhaitables au petit déjeuner. La moitié est couverte par cette consommation de lait. Et pour ceux qui ne prennent pas de lait le matin au petit déjeuner, ben on s'aperçoit que cet apport de calcium, il chute, et il chute à 100 mg de calcium. Ça veut dire que les enfants et les ados qui ne consomment pas de lait au petit déjeuner, ben ils ne compensent pas avec autre chose. Ils ne prennent pas pour autant du yaourt ou du fromage blanc ou du fromage. Ça peut être un réflexe d'adulte, mais ce n'est pas un réflexe d'enfant. Donc chez eux, ben c'est une perte d'opportunité d'apport calcique rudement importante. Vous vous rendez compte que sur les 900 à 1200 mg de calcium dont ils ont besoin dans la journée, ils ne vont en recevoir que 100 mg le matin au petit déjeuner parce qu'ils n'auront pas saisi l'occasion de boire du lait. Donc voilà, il faut que nous, parents, nous saisissions cette opportunité pour faire boire du lait aux enfants le matin au petit-déj. Et d'ailleurs, les données de consommation 1K, 3 via le Crédoc, c'est effarant. Parce que quand vous regardez la dernière colonne, vous voyez ici, c'est le pourcentage d'enfants et d'ados qui ne consomment pas assez, qui sont loin des recommandations d'apport calcique quotidienne. Je vous rappelle, 500 pour les jeunes, 700 pour les moins jeunes, 900 quand on approche des 7 à 10 ans, et puis 1200 pour les plus de 10 ans. Et bien vous voyez qu'entre 4 et 6 ans, ils ne sont plus que 50%. Ils sont 50% à ne pas couvrir leur apport calcique. Entre 4 et 10 ans, alors 7 à 10 ans, ils sont 38%, allez, disons 40%. Entre 4 et 10 ans, ils sont 43%. Attention, là, on décolle. Entre 11 et 14 ans, ils sont 77% à ne pas couvrir cet apport calcique. 15 à 17 ans, 77%. 11 à 17 ans, 77%. Vous vous rendez compte, c'est une vraie catastrophe. Et quand on regarde les colonnes, ce sont les mêmes chiffres, mais représentés sous forme de colonnes. Et vous voyez que c'est à partir de 10 ans, alors que ces enfants devraient recevoir sur la journée 1200 mg de calcium par jour pour constituer leur capital calcique, ils sont, vous vous rendez compte, à près de 80% à être largement en dessous. Et chez les filles, c'est une catastrophe parce que quand on revient au tableau précédent, si je prends juste un exemple, là, tiens, voilà, entre les 15-17 ans, vous voyez que la moyenne est de 70%, et vous voyez que cette moyenne, les filles, elles sont 86% à ne pas couvrir cet apport calcique, et chez les garçons, on est à 67%. Donc ça veut dire que tous ces chiffres qui sont des moyennes sont en fait la face émergée de l'iceberg, et c'est beaucoup plus grave chez les filles, où plus de 80% d'entre elles sont en dessous des apports calciques souhaitables. Alors ça, chez la fille, c'est dramatique. Parce que si elle ne constitue pas son capital calcique depuis la naissance jusqu'à 18 ans, ça veut dire qu'elle va se trouver avec un plateau assez bas à l'âge adulte, tout en ayant une calcémie normale. Donc, elle se croit faussement protégée. Premièrement, ses os vont devenir beaucoup plus fragiles. Donc, c'est une adolescente, puis une jeune femme qui risque de se casser très facilement. Elle rate une marche, au lieu de se faire une entorse, crac, fracture tibia-péroné. Et à la radio, mais madame, mais vous avez des os radiotransparents, vous avez vraiment très peu de calcium au niveau des os. Vous avez consommé suffisamment de produits laitiers? Oh ben non, j'aime pas trop ça. Ben voilà. Voilà. Donc, et puis surtout, cette femme, elle va être exposée par la suite à la fameuse ostéoporose. Alors l'ostéoporose, c'est un mécanisme physiologique obligatoire. Nous, les femmes, on y est toutes prédisposées. Quand vous voyez les statistiques, 7 femmes pour un homme sont concernées par l'ostéoporose. Alors quand on est encore jeune, à 50 ans, c'est 10% des femmes. Mais quand on va atteindre les 75 ans, parce que ça va quand même nous arriver, 40% des femmes de 75 ans souffrent d'ostéoporose, à risque de fracture ostéoporotique. C'est donc un problème qui touche 3 millions de femmes. En 2020, regardez bien ces chiffres, ils sont impressionnants. En 2020, on a dénombré 50 000 fractures du col du fémur, 50 000 tassements vertébraux, 75 000 fractures du poignet, toutes ces fractures étant d'origine ostéoporotique. Évidemment, quand vous voyez l'allure d'une vertèbre saine et d'une vertèbre ostéoporotique, si j'agrandissais le schéma, vous verriez que c'est un vrai gruyère. Bon, donc c'était pas étonnant qu'une femme qui se prenne les pieds dans le tapis et qui tombe sur le coccyx, c'est le tassement vertébral.
Donc en 2050, on estime que ces chiffres auront triplé. Ça coûte une fortune à la société, mais pas que. Il y a surtout un très grand dommage de santé, car on sait que quand il y a une fracture du col du fémur chez une personne âgée, eh bien chez elle, ça veut dire que elle risque d'en décéder dans 25% des cas dans l'année qui suit. Bon, donc c'est pour ça qu'on considère que l'ostéoporose est une maladie pédiatrique et les données le montrent clairement. Ça paraît étonnant de le dire ainsi, mais l'os est une mémoire. Et tout ce qui se passe pendant les 18 premières années de vie vont être absolument décisives par la suite sur l'avenir et la solidité osseuse. Regardez ce que nous apportent les données scientifiques avec le lait. Le gain de masse minérale osseuse chez les jeunes filles prépubères, c'est-à-dire proches de 10 ans, est corrélé positivement aux apports calciques. Plus les jeunes filles boivent de lait, plus elles ont une masse minérale osseuse importante, donc plus elles auront capitalisé et plus pendant toute leur vie, elles auront des os solides. Et ça, c'est corrélé positivement à la consommation de lait. Ensuite, le lait a la capacité d'augmenter le gain de la masse minérale osseuse pendant la phase de croissance élevée de la puberté, versus le calcium tout seul, c'est-à-dire que si vous donnez un comprimé de calcium à une jeune fille, bon, ça va l'aider, ça va évidemment augmenter son apport calcique, mais l'effet sur la masse minérale osseuse sera moindre que si ce calcium vient du lait, car dans le lait, il y a cet effet matrice qui fait que ce calcium sera idéalement absorbé et fixé sur les os. Ensuite, ça c'est très important, la masse minérale osseuse des femmes adultes est d'autant plus élevée que la consommation de lait aura été importante pendant l'enfance et l'adolescence. Vous voyez comme le corps garde une mémoire de ce qui se sera passé pendant ces 18 premières années de vie. Et chez les femmes de plus de 50 ans, une consommation importante et régulière de lait durant l'enfance est associée à un moindre risque de fracture ostéoporotique. Toutes ces études confirment donc bien le fait que l'ostéoporose est une maladie pédiatrique. Donc, ce sera ma slide de conclusion. Le lait possède tout ce qu'il faut pour une bonne santé osseuse, du calcium, des protéines, du phosphore et de la vitamine D. Il est essentiel d'en consommer suffisamment pendant les 18 premières années de la vie pour optimiser au maximum le capital calcique qui est le garant d'une bonne résistance aux fractures et en prévention de l'ostéoporose. Et le petit déjeuner et ou le goûter sont des moments idéaux. Et en revanche, si la consommation est insuffisante ou nulle, eh bien, on voit que les jeunes ne compensent pas. Donc l'apport calcique va s'en trouver trop bas. Et on a bien vu qu'en moyenne, 70 à 85% des jeunes de plus de 10 ans ont des apports calciques insuffisants. Donc, toute cette population de jeunes qui n'aura pas bu assez de lait va se retrouver avec une faible masse minérale osseuse, donc une fragilité osseuse chronique et un risque de fracture ostéoporotique considérablement augmenté à partir de l'âge de 50 ans. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci. On verra avec les questions. Bonjour à tous. Donc, après vous avoir parlé effectivement de l'évolution de la filière et puis de ces grandes tendances, après vous avoir parlé des bienfaits du lait qui reste à redécouvrir de façon extrêmement intéressante, vous expliquez aussi que c'est une filière qui est extrêmement responsable et qui à la fois a anticipé un certain nombre de transformations sociétales depuis maintenant plusieurs années, mais également est très avant-gardiste sur les futurs et entre autres on parlera effectivement de l'évolution sur les emballages. La première chose que je voudrais dire, c'est que on va parler d'un certain nombre de transformations qui ont lieu actuellement dans notre profession, mais il y a une chose sur laquelle on ne joue et on ne jouera pas, c'est la sécurité alimentaire. Et on l'a très bien vu dans les dernières répercussions qui a eu lieu récemment sur un certain nombre de marques. Le lait est un produit extrêmement sensible, hein, c'est un produit qui n'a pas d'acidité, donc il n'a pas de conservation naturelle, et c'est un produit aujourd'hui qui est binaire, c'est-à-dire qu'il est bon ou il est mauvais. Hein, donc dès l'instant où il y a un microbe à l'intérieur de ce produit-là, ce microbe va se transformer. C'est un produit aussi qui nécessite une protection de la lumière, hein, donc un certain nombre de vitamines et de protéines sont attaquées par la lumière, qui est très sensible à l'oxydation, donc tous les problèmes liés à l'air. Et donc tout notre enjeu, ça va être d'assurer aux consommateurs cette qualité alimentaire et cette sécurité alimentaire, tout bien sûr en anticipant toutes les problématiques effectivement de recyclabilité et d'engagements sociétaux qui sont aujourd'hui à nos portes.
Alors, on est une des seules professions avec Calijus, hein, donc au niveau des jus de fruits, à garantir, au fait, avoir créé une organisation qui s'appelle l'IPLC, l'Institut professionnel du lait de consommation, dont la vocation est de garantir effectivement que le lait qui vous a fourni est sain et loyal et qu'il est contrôlé en permanence. Toutes les laiteries pratiquement françaises adhèrent effectivement à cette garantie de l'IPLC. Nous sommes d'ailleurs en train de faire reconnaître par l'administration française, la DGCCRF, donc effectivement le travail de l'IPLC, qui travaille depuis maintenant des années effectivement à recueillir un certain nombre de données, ce qui nous donne de la data et qui nous permet effectivement d'avancer. Donc toutes les laiteries françaises font partie. J'y reviendrai juste après, mais nous avons certifié en fait effectivement cette démarche par un logo qui s'appelle la garantie IPLC, hein, donc le logo produit qualité française, produit en France et collecté en France. Et puis ensuite, nous avons endurci finalement notre démarche par des règles que nous revisitons en permanence sur la qualité de nos matières premières, sur les techniques de fabrication, mais également sur la traçabilité et la qualité de nos produits finis. Alors, ce lait collecté et conditionné en France avec un logo qui est un succès, hein. Alors c'est toujours difficile d'implanter un logo hein, sur un emballage. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de logos qui sortent de partout. Nous, ça fait des années qu'on est présent. Ce qu'on voulait, c'était un logo qui soit très rapidement identifiable au niveau des consommateurs. Et aujourd'hui, ce logo, il est sur plus de 60% de nos briques ou de nos bouteilles. Donc en France, c'est plus de 30 milliards de bouteilles qui ont été effectivement conditionnées. Donc c'est une initiative qu'on a lancée en 2015. Dans ces métiers-là, il faut montrer de la résilience si on veut effectivement y arriver. Et donc depuis 2015, nous renforçons en permanence ce logo par une charte d'engagement en 2016, parce qu'il ne fallait pas simplement donner un logo, mais cette charte, effectivement, reprend l'ensemble des identifications de notre produit. Le premier point, c'était bien sûr la traçabilité, mais ça, je vais dire qu'il est un petit peu derrière nous, parce qu'aujourd'hui, on a un devoir d'abord législatif et légal, effectivement, de garantir la traçabilité, mais maintenant, il faut tenir compte des engagements sociétaux et de l'évolution de ce qu'attendent nos consommateurs au travers de ces produits. Alors tout d'abord, ce logo, eh bien, il soutient la filière française. Ça a été très bien dit par Eric. La filière française, et particulièrement l'élevage, est en très grand danger. Nous risquons de manquer de lait. Et aujourd'hui, nous, on vit avec un peu de terreur ce qui va se passer sur l'été, puisque si en plus il y a une sécheresse, on risque des manques de lait extrêmement importants. Et pourtant, on continue d'y croire, on continue à se battre. Nos producteurs ont besoin de trois choses. Ils ont besoin d'une rémunération correcte. Ils ont besoin d'avoir de la visibilité. L'industrie laitière, c'est une industrie lourde. Donc, on ne décide pas de faire de la salade une année ou de ne pas en faire. C'est plusieurs années de travail, effectivement, qui sont faits par nos éleveurs. Et ensuite, on a cette fierté d'avoir un lait qui est 100% français, produit donc sur l'Hexagone par des fermes et des agriculteurs qui sont répartis partout en France et qui est conditionné aujourd'hui au travers de ça. Et comme maintenant on est dans le monde où il faut toujours asseoir en fait finalement ce que l'on écrit, eh bien nous avons mandaté un bureau qui s'appelle le Bureau Veritas, qui est un organe de certification qui vient finalement auditer en permanence les exploitations, auditer les usines pour s'assurer que ce que l'on a écrit dans les cahiers des charges qu'on a définis est bien mis en application. Cette filière, c'est aussi 24 000 emplois en région. Hein, donc, c'est effectivement ces entreprises qui conditionnent ces produits, qui sont une trentaine de laiteries. C'est des gens qui travaillent directement dans les usines, mais c'est aussi tous les emplois qu'on a qui sont utilisés finalement pour faire tourner ces entreprises. C'est aussi les emplois agricoles. Et donc, c'est vraiment un tissu économique extrêmement important. Eric l'a très bien dit. Aujourd'hui, nous sommes contributeur à une balance, positivement, une balance commerciale qui est très déficitaire en France. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin les derniers chiffres qui sont sortis, qui sont assez alarmants. Bon, moi, j'ai toujours coutume de dire, quand notre balance est extérieure, finalement, c'est nous qui payons les charges sociales des autres. Donc, il faut absolument redonner du sens à l'agriculture française et à l'économie française et à l'industrie française. C'est 50 000 élevages laitiers. La particularité de nos élevages, c'est effectivement des élevages de petits, hein, donc à 80 vaches. On n'a pas de ferme à 2000, 5000 vaches au travers de ce qui a pu se passer. Et c'est surtout des gens qui sont très impliqués dans les territoires et qui défendent effectivement ces territoires. Et encore une fois, une vraie transmission qui est compliquée actuellement. Il y a une génération qui s'en va. La jeune génération a d'autres attentes, en plus de la rémunération. C'est aussi de la reconnaissance. C'est aussi une qualité de vie qui doit être retrouvée. Donc c'est à nous d'être vigilants et à donner du sens effectivement à l'action telle que l'on mène. Alors cette filière, elle a été aussi, bien sûr, un peu comme toutes les filières, chahutée au travers de ce qui s'est passé sur les emballages. Et nous avons tout de suite pris en main effectivement cette problématique-là. Tout d'abord parce que, et moi je fuis un peu, enfin on dénonce ça, c'est avec les emballages un peu marketing, bling bling, mais bien il faut effectivement les supprimer. Par contre, l'emballage
a une vocation, et cette vocation, c'est de conserver un produit alimentaire de qualité. Comme je le disais tout à l'heure, 3 ennemis, les microbes, la lumière et l'oxygène. Eh bien, nous allons devoir garantir dans le temps, effectivement, la protection de notre produit pour que toute l'année, il soit disponible, et comme c'est une protéine qui, effectivement, n'est pas chère, disponible au niveau des consommateurs de façon, effectivement, très durable. Alors, c'est tout d'abord la brique carton, hein, qui fait à peu près 50% des volumes. Donc, c'est une composition qui, effectivement, est avec du papier, avec du polyéthylène, avec de l'aluminium. On a travaillé énormément pour réduire. Et vous savez qu'actuellement, dans l'environnement, on est lié par trois lois. La loi AGEC, la loi climat, qui intensifie aussi, et puis le fameux décret 3R. Et moi, je trouve que ce décret 3R, il est extraordinaire parce qu'il est très pratico-pratique. En fait, c'est est-ce que je peux supprimer tout ce que je peux supprimer, je le supprime. Tout ce que je peux réduire, je le réduis. Tout ce que je peux réemployer, je le réemploie. Et tout ce que je peux recycler, je le recycle. Et bien là, on est effectivement dans le travail, on a baissé un certain nombre de choses. On a supprimé les pailles, on a supprimé les languettes d'aluminium, on a supprimé la couche d'aluminium qui est à l'intérieur, qui posait une problématique de recyclage. Et nous continuons aujourd'hui à travailler sur la recyclabilité des produits. Beaucoup d'emballages carton finissent soit en papier toilette, soit en essuie-tout au travers de ce qui peut être fait. Et puis nous avons ce fameux polyal qui est composé effectivement d'aluminium et de polyéthylène que nous mettons aujourd'hui en recyclage dans un certain nombre de choses avec, comme par exemple des piquets, des meubles urbains, etc., une capacité de résistance qui est très, très, très intéressante. Et avec l'espoir un jour que, eh bien, effectivement, on arrivera à supprimer à la fois l'aluminium et peut-être le polyéthylène, puisque ce qui nous aide, c'est la recherche et toutes ces transformations qui sont actuellement en cours, sur lesquelles il y a beaucoup de travail. Le deuxième partie de notre métier, c'est les bouteilles plastiques avec deux types de caractéristiques. Les bouteilles polyéthylène haute densité, qui aujourd'hui ont un taux de recyclage d'environ 57%. Le consommateur est très engagé, en fait, finalement, dans la réussite de nos politiques de recyclage. La responsabilité des consommateurs, c'est de mettre la bonne bouteille dans la bonne poubelle pour nous permettre derrière, effectivement, de la recycler au travers de ça. Donc l'ensemble des bouteilles PEHD et PET sont recyclées et recyclables au travers de ce qui est mis en place. Donc certaines vont dans d'autres métiers que les nôtres, comme par exemple la fabrication de tuyaux, de poubelles, de pare-chocs pour les bouteilles PEHD. Et puis aujourd'hui, au niveau du PET opaque, nous avons aussi construit une filière en dehors des fibres synthétiques qui permet de recycler en boucle fermée, c'est-à-dire de réutiliser le PET pour le remettre dans les bouteilles. Le seul problème, et vous voyez la difficulté qu'on a, c'est que cette bouteille, forcément, comme elle a du noir pour bloquer effectivement la lumière, quand on la recycle, elle devient grise et le consommateur nous dit « Ah ouais, mais la bouteille est grise, donc c'est quand même… Donc peut-être que le lait est gris, etc. » Donc on a aussi toute cette problématique de pédagogie, effectivement, du consommateur qui est à faire. Et ça aussi, c'est un travail très très long puisqu'il faut expliquer au travers de ça. On travaille et on continue. On est effectivement en train d'avancer énormément sur la suppression de nos bouchons sur nos bouteilles, enfin de les rendre attachés en fait finalement à travers de ça. Et puis la création de filières de recyclage qui vont permettre effectivement de réutiliser soit dans des boucles fermées, soit de réutiliser effectivement dans d'autres utilisations, puisqu'on a besoin de plastique et on en aura encore besoin de façon durable dans un certain nombre d'ingrédients. Et bien autant retravailler avec effectivement du plastique recyclé, et on en a. Donc l'objectif, c'est bien sûr de dépasser les 77% collectés d'ici 2025. Vous savez qu'aujourd'hui, on est lancé dans un vaste combat sur l'extension des consignes de tri. On parle aussi potentiellement de certaines notions comme la consigne, etc. Eh bien, on est effectivement très, très acteur au travers de ce qui peut se passer. Aujourd'hui, on est à 60%, mais on continue. Et le défi, effectivement, de cette filière, c'est d'attendre les 100% de collecte pour tous ces emballages. On est aujourd'hui très, très actif avec Citeo pour sensibiliser les consommateurs au tri. Et c'est ce qui s'améliore en permanence. Et d'ailleurs, c'est ce que nous ferons lors des Journées mondiales du lait, donc un appel au tri pour que cette responsabilité soit effectivement étendue. Le bouchon attaché, eh bien, nous sommes dans les starting blocks. Alors, c'est une obligation légale, un peu comme l'a été la paille papier qui a été lancée. La paille papier, ça paraît maintenant un peu acquis pour tout le monde. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple à réaliser une paille à partir de fibres papier. Et puis ensuite, à faire comprendre aux consommateurs. Le toucher sur la langue n'était pas le même. Des fois, certains nous ont dit le goût est modifié, etc. Donc voilà, comme quoi, c'est pas simplement là, entre le schéma de décision et la réalité de la décision. Des fois, c'est très très long. Et quand on s'attaque à la tête des gens, c'est effectivement très très compliqué, et c'est compliqué je pense pour tout le monde. Le français est quand même très conservateur dans ses modes de consommation et dans ses modes d'utilisation, même si il veut absolument changer et faire changer les choses.
Voilà, et donc c'est bien sûr, vous le savez, des investissements qui sont extrêmement importants sur nos outils de production, puisqu'on a été habitué à travailler d'une certaine façon. Eh bien, il faut anticiper ces évolutions avec des choses qui vont très très vite, et effectivement une administration qui aujourd'hui met beaucoup de rythme dans les transformations, et c'est bien normal, et on est en appui, voire devançant un certain nombre de choses. Alors pour montrer tout ça, eh bien, j'ai beaucoup parlé de pédagogie, j'ai beaucoup parlé de transparence, j'ai beaucoup parlé de montrer. Eh bien, il faut montrer. Pour montrer, il faut ouvrir nos usines, il faut effectivement faire comprendre aux gens l'importance qu'ils ont dans la consommation. Ça a été dit tout à l'heure, que les parents disent aux enfants « faut consommer du lait pour les problématiques d'ostéoporose ». On a un rôle extrêmement important et nous avons dans l'agroalimentaire un rôle, et dans le lait, un rôle important de montrer nos outils de production qui se prêtent d'ailleurs assez bien. Quand on montre un abattoir, c'est un petit peu plus compliqué qu'une laiterie, mais en tout état de cause, on a des choses qui se prêtent très très bien à ça. Alors la Journée mondiale du lait, eh bien, elle a été ouverte pour la première fois en 2014. C'est toujours un succès. Donc les gens se passionnent effectivement de ça, voient les différentes choses. Vous avez un exemple d'une salle de traite virtuelle, enfin pas virtuelle, qui est physique, mais pas avec une vraie vache, donc au travers de ça, mais qui montre effectivement comment on fait. On a eu bien sûr ce Covid qui nous a quand même pas mal inhibé nos envies de montrer effectivement les choses, et donc on reprend en 2022, après 2 ans d'absence, cet événement fédérateur pour notre profession. Nous aurons donc en tout 5 laiteries qui vont ouvrir leurs portes, alors certaines plusieurs jours, de façon effectivement à montrer l'ensemble de nos activités. Et puis on va en faire la fête du lait, donc très clairement, avec beaucoup de rencontres avec les professionnels du lait, les producteurs, les instances parisiennes. On a grande chance que les instances parisiennes viennent dans nos usines, donc ça c'est un grand moment également. Au travers de ça, c'est la découverte de nos outils de production, c'est la découverte de nos fermes, on aura des vaches sur les sites de production, c'est des animations sur le recyclage effectivement des briques, et puis c'est bien sûr des dégustations. Vous aviez tout à l'heure des mélanges avec des sirops de fruits au travers de ça. Le lait, c'est un produit miracle, c'est le premier aliment de la vie. C'est un produit qui est génial, qui peut être utilisé dans beaucoup de choses. Eh bien, il faut le montrer, il faut expliquer ce que l'on peut en faire au travers de ça. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit film. Voilà, donc on veut aussi que ce soit une fête parce que c'est un beau produit et c'est un produit de nos territoires. Et je vais laisser la parole à Eric pour la conclusion. Merci Emmanuel. Dans le lait, c'est la vie, il y a de la vie, je crois que vous pouvez le voir. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, le lait est assez formidable, c'est pour ça qu'on se bat. C'est une communauté passionnée, depuis les éleveurs jusqu'aux consommateurs. Alors effectivement, on est dans une ère où, entre le règne végétal, le règne animal, on peut avoir certaines tensions. On n'oppose pas. On est très responsable, j'espère que vous l'avez compris avec cette présentation. On veut remettre au grand jour des éléments de base de la vie de l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, oui, le lait, c'est un repris goût grâce au Covid. Il faut qu'on apprenne à reparler. Et toutes les parties prenantes doivent nous aider, doivent participer à remettre le lait dans ses vrais fondements. C'est bon pour le petit déjeuner, c'est bon pour les plats faits maison, mais vous avez vu que surtout, c'est excellent pour la santé humaine. Et ça, il faut qu'on apprenne à le redire. Ça fait partie de notre éducation collective. C'est un produit qui est à la pointe de la sécurité alimentaire. Un ensemble d'hommes et de femmes se battent tous les jours pour rendre ce produit accessible et de manière très pratique à l'ensemble des Françaises et des Françaises, essentiel pour l'équilibre nutritionnel. Mais surtout, vous l'avez compris, que face à l'ensemble de ces enjeux, il nous faut absolument remettre la valeur juste auprès de l'ensemble de nos consommateurs. Et là encore, nous avons besoin de l'ensemble des parties prenantes. Et beaucoup participent déjà, les grands distributeurs. Mais là, il faut vraiment comprendre qu'il faut aller, je l'ai dit en introduction, crever ce plafond de verre de l'euro du litre, parce que sinon, on aura beaucoup de mal
à continuer de faire de cette belle filière un élément essentiel de la vie de nos Françaises et nos Françaises. Et puis évidemment, nous sommes ravis cette année de relancer cette journée mondiale du lait. Il y en aura d'autres. Et merci pour le petit teaser pour ce qui concerne, vous l'avez vu, l'élément très dynamique de ces journées ouvertes à l'ensemble du public. Merci aux intervenants, merci à tous. Et puis évidemment, nous allons passer aux questions-réponses. Oui, pour rester sur les questions de prix, on dit que l'année dernière, justement, les boissons végétales, les alternatives végétales ont baissé à cause d'un différentiel de prix très fort avec le lait de consommation. Donc, en effet, c'est un atout, mais justement, qui peut freiner vos négociations. Et alors, justement, question subsidiaire, comment se passent les renégociations prévues par la charte Ukraine pour ce qui concerne le lait? Merci. Alors, il y a deux questions. Bon, sur les boissons végétales, en fait, effectivement, particulièrement en France, hein, on ne retrouve pas ça dans tous les pays européens en termes de baisse de consommation. Et je parlais tout à l'heure d'un pays assez conservateur, donc la France est un pays laitier. Les boissons végétales ont connu un tassement puisqu'on a eu une stabilité, effectivement, de la consommation qui, entre parenthèses, est liée surtout à un acteur qui est Bjorg et qui était très, très actif sur un plan promotionnel et sur un plan de communication et qui l'a moins été. Donc, nous, on n'analyse pas le problème de la baisse de la consommation ou de la stagnation de la consommation de produits végétaux comme étant lié au prix, puisqu'on est sur des prix qui n'ont pas énormément bougé. Par contre, on analyse plus effectivement sur un après-Covid, sur un certain nombre de choses, et je disais de modes de consommation la France reste quand même un pays très laitier au travers de l'évolution. Deuxième question, comment se passent les renégociations? Elles se passent. C'est très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre d'intervenants n'ont pas compris exactement la situation et ce qui était en train de se passer. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de pénurie de lait sur le mois de juillet-août, quand on parle d'une matière grasse qui était à 3 500 ou 4 000 euros de la tonne il y a 2 ans et qui est aujourd'hui à plus de 8 500, quand on pense aujourd'hui que des producteurs vivent des hausses de leur prix de 50 à 60 euros des milles liées aux aliments, etc., on a face à nous des gens qui disent oui, mais on est toujours dans l'ancien mode de commerce, la négociation, etc. Je pense qu'on va avoir des réveils difficiles, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui arbitrent sur des plans simplement économiques. Il y a un monde qui tire énormément par un manque de matières premières très très forte. Et c'est à la fois c'est spéculatif, parce que très clairement, il y a des gens aujourd'hui qui en profitent, mais c'est aussi structurel, parce qu'on a des exploitations qui baissent. Nous, on a un choc qui est en train de se faire avec une baisse effectivement de la production et des gens qui arrêtent parce qu'ils sont écœurés. Moi, j'ai des producteurs qui me disent, écoute, soit tu me mets 50 euros du mille de plus sur ma tonne de lait, soit je laboure mes prairies, je sème du tournesol et du blé, et puis on verra bien ce qui arrivera derrière. Donc on a vraiment ces débats-là qui sont là, et je pense qu'aujourd'hui, les hausses dont parlait Eric, c'est même pas une problématique de négociation, c'est qu'elles sont nécessaires. Si elles ne sont pas nécessaires, on ne garantira pas les filières. Et je peux vous dire, moi je fais partie de ces vieux du lait, il y a un rapport qui est sorti il y a une dizaine d'années qui disait il y a un plan à 23 milliards de litres de lait en France, puis il y a un plan à 17 milliards. 17 milliards, c'était ce que certains pensaient avec cette réduction. Tout le monde rigolait de ce plan à 17 milliards. Je peux vous dire que ce plan à 17 milliards, je pense qu'il va arriver. Et il va être très très douloureux au travers de ce qui peut se passer. Et derrière, c'est nos territoires, c'est la diversité, c'est la biodiversité. Il y a beaucoup de choses qui sont engagées, beaucoup de transformations qui sont en train de se faire. Non, mais tu dis quelque chose de très bien. On n'a peut-être pas forcément insisté, mais du côté de nos éleveurs, on n'a pas insisté lourdement sur la décollecte de lait, mais toutes ces problématiques d'inflation, si on n'y prend pas garde, c'est vraiment un encouragement à ce que l'ensemble des métiers agricoles se détournent de ces métiers, somme toute très engageants. Je vous ai parlé des éleveurs, 7 jours sur 7 de collecte par jour. C'est-à-dire que si ce travail-là n'est pas rémunéré, s'il n'est pas reconnu, c'est en période d'inflation forte, c'est beaucoup plus facile pour se dire je vais faire comme mes petits collègues, je vais faire un peu de céréales, je vais planter du petit pois en fonction des régions, etc. Et je vais tout simplement arrêter le lait. Et donc quand on voit là tout ce qu'on a ramené, la vérité de ce que représente cet aliment de base essentiel, c'est aussi notre responsabilité d'aller se battre pour cette revalorisation. Gérard Lepuil pour l'humanité.fr. J'ai rencontré la semaine dernière dans le Finistère
un producteur de lait bio. Il fait du bio depuis 1994. Et il me disait que depuis 2 ans, le prix de son lait, au départ de la ferme, a baissé de 20%. Alors, ma question est comment on crève le plafond de verre à tous les niveaux et que devient la loi Egalim 2 dans cette affaire? Comment on la met en route? Alors, c'est une très bonne question, hein, l'histoire du bio. Alors là, en plus de ça, c'est vraiment une filière, là je parlais d'engageante, mais qui nécessite de la part des éleveurs un engagement de long terme parce qu'on ne convertit pas une exploitation en bio simplement par un claquement de doigts. C'est-à-dire c'est un engagement à minima sur 3 ans. Et puis ensuite, quand on a mis tout en place l'ensemble des contraintes pour devenir en bio, eh ben, il faut y rester. Alors, c'est vrai que les périodes de confinement ont donné un grand élan à l'ensemble, d'ailleurs pas que pour le lait, à l'ensemble des productions de produits bio, parce qu'il manquait de tout sur l'étalage de la grande distribution. Et donc, il y a eu un grand appel d'air. Et donc, c'était très encourageant. Mais c'est vrai que, comme beaucoup de secteurs d'activité, la loi de l'offre et de la demande existe. Le bio s'est positionné et de manière très naturelle, au-dessus de l'euro du litre. Le plafond de verre pour le bio, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Mais aujourd'hui, face à l'ensemble de l'offre, c'est vrai que ce mécanisme d'offre et demande met à mal l'ensemble des exploitants qui se sont engagés dans ces démarches. Une des raisons essentielles aussi de se battre pour la revalorisation de l'ensemble des laits, c'est aussi de remettre une place juste pour l'ensemble des catégories, y compris le bio. C'est très important qu'on l'en remette. Et dans cette bataille de retrouver du tarif sur l'ensemble des laits, on y met bien évidemment aussi l'ensemble des laits MDD, de marques distributeurs. C'est-à-dire qu'il est hors de question que dans l'ensemble de ce combat, il y ait le bio, les laits segmentés, les laits à marque, et puis que les laits MDD restent à un niveau bas, parce que ça, de toute façon, ne permettra pas de résoudre les problèmes de l'ensemble de la filière. On a quand même, pour compléter, on a 2 points. On a quand même une grande, des clients aujourd'hui qui sont extrêmement agressifs et qui restent agressifs sur les prix. C'est d'ailleurs un des seuls pays européens ou au monde à ne pas avoir une réaction. Vous allez en Allemagne aujourd'hui, il y a un suivi qui est beaucoup plus fort. Et je ne suis pas sûr que le blocage de certains prix, comme ça a été annoncé, soit favorable à la revalorisation effectivement de la filière. On est dans un pays où, quand on fait une loi comme Egalim 2, la première chose qu'on cherche, c'est à contourner la loi plutôt que de l'appliquer. Donc on passe énormément de temps derrière à contrôler que les choses sont faites. Et puis ensuite, je pense qu'il ne faut quand même pas dans ce qui se passe aujourd'hui sur le bio, nous avons été très surpris de l'arrêt brutal de la consommation de bio. On s'est pris un mur de façon extrêmement forte. Il y a, je pense, une des raisons aussi, c'est qu'il y a le bio est toujours consommé dans le monde urbain, donc à Paris, etc. On a encore des progressions. Par contre, le monde rural s'est beaucoup effectivement rattrapé sur le local, en fait, plus en sens avec son voisin qui est producteur de lait bio et de lait non bio. Et puis le dernier point, c'est que je pense que dans l'alimentaire, alors qu'aujourd'hui on représente moins de 15% du budget du ménage, nous sommes aujourd'hui très très inquiets de ce qui est en train de se passer au travers de l'inflation, au travers de que ce soit la partie énergétique, etc. Et on voit, pour aussi avoir des usines, que les choses se tendent dans les usines au niveau social parce que les gens, voilà, c'est difficile et ça va pas être facile dans les mois à venir. Donc forcément, à un moment, les gens vont arbitrer. Et le gros risque, je me tourne vers Madame Plumet, c'est que les gens se rabattent sur des produits alimentaires de première nécessité et pas chers et ne diversifient plus leur alimentation au travers de ça. Donc on est sur un vrai enjeu qui effectivement s'intensifie, sur lequel il faut être vigilant. Il faut d'un côté sauver effectivement notre monde agricole parce qu'aujourd'hui il est en grand danger et les risques sont importants. Et de l'autre côté, il faut quand même qu'on arrive à faire attention à cette inflation au niveau des consommateurs qui risquent effectivement d'évoluer de façon extrêmement sensible. Simplement, vous nous avez entendu parler de souveraineté alimentaire française. C'est-à-dire ce combat dont on est en train de parler, ça doit être un combat collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas haro à la grande distribution. Au contraire, ce combat collectif, on devrait tous comprendre que nous avons un rôle majeur sur l'ensemble de la filière, et ils en font partie, de retrouver de la valorisation sur cette filière. C'est le seul moyen. Vous vous rendez compte,
tout au long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre, le lait consommé par les Français est absolument français. Il y a beaucoup de catégories où, en hiver, les produits sont importés, etc. Ce n'est pas le cas pour cette filière. On est bien dans un cas majeur de souveraineté alimentaire française. C'est un enjeu collectif. Agathe Lejeune pour Linéaire. Ces problématiques d'inflation ne jouent pas en faveur du recyclage qui peut venir augmenter le prix finalement par l'emballage de la bouteille de lait. Moi, j'aurais bien aimé vous entendre sur la bouteille de lait grise qui me semblait être une vraie bonne idée, mais qui semble véritablement avoir du mal à décoller. Alors, oui, la bouteille de lait grise, effectivement, est une bonne... Alors déjà, sur le problème des prix et de la recyclabilité, on a quand même des systèmes en France qui ne sont pas normaux. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez aujourd'hui la tonne de RPET, donc de PET recyclé, qu'elle soit transparente ou qu'elle soit opaque, qui est indicée sur les cours du pétrole, je ne trouve pas ça normal. Parce qu'à la limite, aujourd'hui, ça devrait être indicé sur finalement ce qu'est le produit de la filière de récupération des matériaux au travers de ça. Donc c'est ce qui, des fois, renchérit effectivement les choses, parce que, bien sûr, il y a plus de travail pour fabriquer une tonne de PET recyclé qu'il y en a pour fabriquer effectivement une tonne de PET vierge. Donc très clairement, aujourd'hui, on a ça. Alors ensuite, la problématique, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est entre la décision du changement et le changement, c'est pas du tout le même rythme. C'est-à-dire que la bouteille grise, c'est génial parce que c'est une bouteille qui est recyclée, c'est une bouteille qui est réutilisable de façon permanente, sauf que dans la tête du consommateur, une bouteille de lait, c'est blanc. Et comme une bouteille de lait, c'est blanc, on a même des gens qui nous ont dit « vous êtes sûr que le lait n'est pas gris ?» Donc voilà, donc c'est là où on rejoint de toute façon, soit on est sur des coups près de type interdiction, c'est ce qu'on a eu sur les pailles, ou sur un certain nombre de choses comme ça, où de toute façon, même si vous n'aimez pas les pailles, de toute façon, soit vous n'avez plus de paille, soit vous en avez une qui est en papier, soit vous êtes sur une notion où il faut finalement faire travailler les gens. Donc ça demande de la communication, ça demande de l'explication, et il faut appeler un chat un chat. Les 2 années qu'on vient de vivre, on n'a pas travaillé suffisamment là-dessus, parce qu'on n'avait pas le temps, et la période qu'on est en train de vivre, moi je suis plus occupé à savoir comment je vais avoir des capsules, des bocaux verts, de l'huile de tournesol, etc., que je le suis à faire de la promotion de mes produits. Voilà, donc c'est toute notre difficulté. J'ai un autre sujet, puisque je fais aussi de la salade, c'est les sachets en papier. Bon, les sachets en papier, c'est une idée géniale, 95% de papier, sauf que ça ne marche pas parce que le consommateur nous dit « Ah, mais je ne vois pas la salade ». Mais quand il fait ses courses au drive, il ne voit pas la salade et il ne voit pas le litre de lait non plus. Vous voyez, donc et ça, on a besoin de vous. Parce qu'on ne parle pas assez de vous tous, c'est qu'on a besoin de vous pour communiquer, non pas faire la promotion de nos marques, etc., mais communiquer sur ce qu'on vous a dit, parce que vous êtes un élément clé, en fait, finalement, dans la réussite de tout l'écosystème tel qu'on doit le faire. Et on doit expliquer pourquoi c'est bien. D'ailleurs, qui consomme des bouteilles grises voilà, bon, donc ouais, j'ai 99% de la réponse. Donc voilà, on a tout ce travail à faire là et qui est effectivement important. Et tout ce travail-là dont parle Emmanuel, évidemment, c'est beaucoup d'engagement financier, c'est de la recherche, c'est beaucoup d'études, des tests. Et donc, de toute façon, il va nous falloir continuer d'être engagés lourdement parce que c'est le PET recyclé, mais c'est l'abri qu'il va falloir continuer d'améliorer, c'est la bouteille PEHD. Donc, de toute façon, il faut travailler l'ensemble de ces dossiers parce qu'au final, de toute façon, c'est le consommateur qui choisira demain là où il se retrouve le plus à l'aise sur l'élément constitutif de cette bouteille de lait, en tout cas pour l'environnement de demain. Madame. Bonjour, Juliette Guéry, ProAgraPresse. Vous avez évoqué le risque de sécheresse qui pourrait affecter la collecte cet été. Est-ce que vous avez déjà une estimation de la surface de prairie qui pourrait être concernée, ou alors de vos expériences des années passées, à quel point ça avait affecté la collecte, les sécheresses ? En fait, il suffit dès qu'on se déplace en France de se rendre compte que déjà l'herbe est moins verte et que, alors heureusement que à l'automne dernier il y a eu suffisamment de pluie pour quand même faire du fourrage, mais pour autant ça va pas être le cas cette année. Vous avez en plus de ça le conflit en Ukraine et tout qui fait que l'ensemble des matières fourragères disponibles vont être très difficiles, l'ensemble des céréales. Donc, une des conséquences majeures, ça va être le renchérissement à l'alimentation des bovins. Donc, une des conséquences premières, ça va être le rendement laitier à l'animal. Donc, c'est très difficile aujourd'hui à prévoir.
une chose est certaine, c'est qu'on va être de nouveau dans une accélération de la décollecte du lait. Et donc un renchérissement naturel de l'accession à cette protéine. Et là, c'est une raison de plus pour être encore plus vigilant sur la valorisation de ce produit. Et c'est ce qui fait que, je te passe la parole Emmanuel, mais quand on parlait en tout cas de l'approche sur cette augmentation tarifaire absolument nécessaire, c'est de quelle façon l'ensemble de nos partenaires distributeurs saisissent réellement la gravité de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le doute sur le fait d'aller remettre du tarif sur ces produits, je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est sur la compréhension de la gravité de ce qui alimente ces hausses tarifaires. Pour compléter ce que dit Eric, je pense qu'aujourd'hui, les producteurs de lait, c'est des chefs d'entreprise. C'est des gens qui, effectivement, comptent, regardent à combien leur revient un prix de lait en fonction de productions qui peuvent être des productions de la ferme, qui peuvent être des achats extérieurs, etc. Et plus ces achats vont aller en évolution, un producteur me disait la semaine dernière, il met aujourd'hui des céréales dans ses rations pour les animaux qui proviennent de la ferme, sauf qu'aujourd'hui, la valorisation qu'il a est de l'ordre de 350 €. Quand il les vend, il est à 500 €. Donc forcément, à un moment, ils vont faire des arbitrages, ils vont réduire effectivement donc les proportions et ils vont jouer. On va sûrement avoir des animaux qui vont moins produire de lait au global au travers de ce qui peut se passer. Donc cette sécheresse, elle a deux conséquences. Elle a des conséquences sur la production de fourrage, mais comme l'a très bien dit Eric, l'année dernière a quand même été très très belle année. Hein. Les producteurs, je dirais, qui disent les choses disent qu'ils ont une très belle année 2021. Par contre, là, on voit qu'on a les prémices de ce qui s'est passé d'ailleurs sur la première année de Covid, où je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu une année de sécheresse très très forte. On était à peu près dans la même configuration. Hein, donc au travers de ça, et là, on va avoir des cas. Donc on va avoir des gens qui vont arrêter pour faire d'autres choses. On va avoir des gens qui vont arbitrer entre de l'alimentation extérieure. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Argentine a décidé d'arrêter ses exportations de protéines. Donc tout ça, ça va avoir forcément des conséquences sur la production laitière. D'autres questions? Vous parlez du plafond de verre à 1 €, vous avez demandé dans les négociations à casser ce plafond de verre? Sur le prix de vente consommateur? Alors, nous, on n'a pas à le demander parce qu'on n'a pas le droit, hein, donc au travers de ça. Par contre, il y a des faits. Je ne sais pas si vous avez vu, mais vous savez que je produis le produit C'est qui le patron. C'est qui le patron a décidé de passer à 1,03 € le litre de lait. Là, on est en train de le faire en ce moment parce qu'il fallait changer les emballages au travers de ça. C'est des signes importants et je pense que les marques nationales vont faire pareil. C'est des signes importants qui sont à un moment, cette espèce de seuil psychologique du 99 centimes, il faut qu'on arrive effectivement à le casser, parce qu'il y a trop de conséquences derrière en termes d'utilisation. C'est une très bonne question. En fait, ces seuils psychologiques, il faut arriver à rebattre les cartes. Je prenais l'exemple des baguettes chez les artisans boulangers. Donc fatalement déjà un pain qui est vendu plus cher qu'en grande distribution. Depuis que les artisans boulangers ont passé les baguettes au-dessus de l'euro, 1,10 €, 1,15 €, etc., on continue de voir depuis plusieurs années une croissance des ouvertures des artisans boulangers. Donc, à un moment donné, il faut savoir crever ces plafonds de verre. Nous ne sommes pas les seuls acteurs pour ça. C'est pour ça que nous parlons des partenariats et de l'ensemble de la filière. Chacun doit jouer son rôle et c'est absolument nécessaire d'aller chercher ces niveaux de prix et de dépasser l'euro. Et je parlais des marques MDD, c'est-à-dire que fatalement, dans un moment de tension, il faut absolument que tout le monde joue ce rôle. Vous avez vu les chiffres, hein, ils sont très clairs. Quoi. Il y avait une question. D'accord, très bien. Pour continuer justement sur la question des MDD et du passage du plafond de verre de ce seuil de 1 €, chez LSDH, vous avez commencé à renégocier les contrats tripartites donc entre les producteurs et les distributeurs. Et il me semble qu'il y a eu... Oui. En fait, tous les contrats qu'on appelle, entre guillemets, chez nous, équitables, hein, qui correspondent aussi à l'application de la loi Hamon et du décret qui est actuellement en train d'être négocié, puisqu'il y a un décret d'application qui est en train d'être mis en place sur qu'est-ce que c'est véritablement la définition d'un lait équitable qui reprend un certain nombre de critères. Tous ces contrats-là vont être négociés.
Bon, ce qui tire un peu, c'est qui le patron. Et comme c'est qui le patron est passé à 0,43, l'ensemble de ces prix va passer à 0,43 au travers de l'évolution. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas la part majoritaire des laits effectivement que l'on vend à nos clients. Donc aujourd'hui, on a encore une grande partie de notre lait qui ne sont pas du tout sur ces prix-là. Donc vous avez eu des annonces, entre autres pendant le salon d'agriculture, Lidl qui annonçait 405, Leclerc 385. Enfin, il y a plein d'annonces aujourd'hui qui sont faites sur les prix du lait. Le problème qu'on a cette année, c'est que tout évolue. Le distributeur a aussi ses coûts qui évoluent, nous on a nos coûts qui évoluent, etc. On a beaucoup parlé du prix payé aux producteurs. On a beaucoup moins parlé du prix payé à l'industriel. Quand vous avez le transport, la palette, une palette, c'est passé de 7 € à 21 € en l'espace de 2 mois. Je ne sais pas si vous voyez les inflations qu'on peut prendre. Et en plus, on n'en a pas. Donc aujourd'hui, on a tous effectivement des évolutions, simplement pour compenser tous ces chocs qu'on a qui sont spéculatifs ou qui sont conjoncturels. Et donc, il faut qu'on arrive à retrouver effectivement une marge de manœuvre. Donc tout le monde, en fait, c'est une filière, s'il ne se passe pas quelque chose très rapidement, où tout le monde va s'appauvrir. Valorisation pour les producteurs, ça ne veut pas forcément dire revalorisation pour l'industriel. Ah, pas complètement. Vase communicant, hein, c'est un tout. Alors quand vous êtes dans des contrats signés en ce qu'on appelle en tripartite, le prix qui est appliqué sur le contrat, celui-là, vous êtes bien l'appliquer sur la feuille de paye, parce que derrière, vous êtes contrôlé par rapport à cette feuille de paye au niveau de l'éleveur. Donc dans les contrats tripartites qui ont été renégociés, c'est LSDH qui finalement a pris sur lui la hausse. Non. C'est-à-dire que quand un industriel négocie un prix à 390, il a le devoir d'appliquer ce prix à 390 sur la feuille de paye de son producteur. Oui. Donc ça, c'est. Par contre, si aujourd'hui un LSDH a une inflation de ses coûts d'emballage, ses coûts d'énergie, etc., il demande aussi au distributeur de revaloriser ça. Et c'est là où c'est plus compliqué. Donc pas de revalorisation on va pas dire pas. On a eu des revalorisations qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on a vécu. En plus, entre ce qui s'est passé au début des négociations, la France est un des pays les plus compliqués en termes de négociation. Cette fameuse date du 1er mars, puis ensuite un retour à la négociation avec la clause de renégociation Ukraine, etc. Mais c'est le grand folklore, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, monsieur parlait tout à l'heure de l'application d'Egalim 2. Il faut qu'on arrive à mettre de la souplesse et qu'on ait une réactivité beaucoup plus forte. En Allemagne, par exemple, ils ont passé les 40% de hausse sur certains produits en Allemagne sans aucun problème. Nous, en France, c'est complètement impossible. Donc, mais derrière, les entreprises souffrent, elles s'appauvrissent. Et moi, on a beaucoup parlé du tissu agricole français, qui est quand même dramatique. Les légumes, c'est 50% de nos légumes qui sont importés maintenant. Donc il y a quand même une prise de conscience qui doit être prise au travers de ça. Mais il y a le tissu industriel. Et quand Mme Pannier-Runacher dit on va relocaliser, moi je suis désolé, on délocalise actuellement parce qu'on n'arrive plus à faire face effectivement à l'ensemble des coûts. Alors quand vous êtes sur des PME locales ou des coopératives ou des choses comme ça, on est d'ici, on restera ici, on n'est pas content, on râle, etc. Mais on restera là. Quand vous êtes sur des entreprises à connotation beaucoup plus multinationale, etc., ils n'en ont rien à faire. Fait que si c'est en Allemagne que c'est moins cher sur le coût du travail, moins cher sur les impôts de production, moins cher sur le prix du lait, etc., eh bien ils iront là-bas. Et on aura beau dire on ne veut pas de lait allemand, on aura du lait allemand par conséquence. Parce que de toute façon, c'est soit on n'a pas de lait, soit on a du lait allemand. Là, en ce moment, ils sont remontés. Très clairement. Hein. Là, ils sont remontés. Parce qu'eux, ils ont un système de réactivité qui est beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'ils réagissent sur... Vous savez, ils sont énormément inflatés. Ils ont beaucoup moins la diversité de nos produits, les appellations d'origine, etc. Le bio au travers de ça. Donc, ils ont beaucoup moins de produits. Donc, ils ont une réactivité qui est plus forte à la hausse, mais aussi à la baisse. Et quand vous regardez sur les 20 dernières années, l'année 2021 et 2022 est exceptionnelle. Mais les 18 autres années, ça a quand même des années assez sanglantes, quoi. Bon, on espère que vous aurez apprécié, en tout cas d'avoir refait un tour de table, de l'amont jusqu'au consommateur. Merci d'être venus aussi nombreux. J'aimerais aussi remercier Hélène Perrinou, secrétaire générale de Saint-Dilet, pour la préparation de cette journée. Et puis évidemment Arnaud Narcy et toute son équipe d'Adocom. Merci à tous, en tout cas, et puis bonne fin de journée.